Le gibier. Il faisait nuit, et une pluie battante frappait contre les carreaux. Les éléments étaient déchaînés ce soir de pleine lune, alors que tout était paisible, à peine 2 heures auparavant. La maison dans la forêt était éclairée. Une famille se trouvait à l'intérieur. La mère et ses 2 enfants mâles. Ils attendaient que la tempête passe, le bruit des gouttes martelant le toit dans un fracas digne d'un titan. Les enfants étaient effrayés. La mère vint les consoler, leur disant que dès le lendemain, toute leur peur disparaîtrait. C'était sans compter l'arrivée d'un homme, vêtu d'un long imperméable noir et portant un sac sur son épaule. Il s'approcha de l'habitation illuminée d'une vive lumière réconfortante pour les membres de la famille, mais qui ne pouvait pas les protéger face aux dangers qui arrivaient à leur porte. L'homme s'approcha de la maison, saisit la poignée de la porte, l'ouvrit entièrement et entonna de sa voix grave: Chérie, je suis rentré. Le père chasseur rapportait un magnifique daim qui passait par là. La femme se jeta dans ses bras suivie par les enfants. La créature était belle, tellement que la famille décida de la découper pour la déguster dès le lendemain. Ils laissèrent donc l'animal dans le salon, comme une sorte de trophée, et allèrent se coucher après que le mari eut avalé sa délicieuse soupe aux tomates. C'est dans le calme inquiétant que la créature posée sur la table se réveilla. Elle mit ses 4 pattes sur le sol et examina les alentours pour évaluer la situation. Après quelques secondes, elle comprit ce qui lui était arrivé. Elle avait été tuée par un homme, sans scrupule, et s'apprêtait à être dévorée. Cette idée répugna l'animal, et une idée lui traversa l'esprit. Faire connaître le même sort au chasseur. Le daim grimpa les escaliers le plus délicatement du monde. Même si celui-ci grinçait sous ses pas, il ne réveilla aucun des membres de la petite famille. Arrivé devant la chambre des parents, il entr'ouvrit la porte afin de savoir si l'une des armes du tueur s'y trouvait, ce qui était le cas. Le daim établit alors son plan d'action et, après quelques minutes, referma la porte, tant bien que mal en silence, pour attendre le moment où il serait prêt. Le père de famille endormi rêvait que sa chance perdurait des semaines entières, allant jusqu'à ramener 3 cerfs, 10 lapins et un castor. Cette vision lui plaisait. Il partait le matin habillé d'un costume qui le dissimulait dans les bois, armé de son fusil et d'un couteau de boucher. Au cas où, se disait-il à chaque fois. Il partait la journée dans la forêt, parfois pendant des heures, jusqu'au moment où un animal croise sa route. Et le soir, il rentrait manger un festin, récompense d'une telle journée d'effort autour de sa famille. Il aimait sa vie telle qu'elle était. Il se disait qu'il allait apprendre à ses fils l'art de chasser, un jour peut-être. Il sourit dans son sommeil. Sourire qui ne durera pas. Le daim enfonça la porte dans un vacarme assourdissant, ce qui réveilla toute la famille. Il fonça, les bois en avant vers le père. Ce dernier esquiva de justesse. Le lit partit en miettes. Heureusement, la femme avait réussi à s'en sortir. L'animal recula et s'orienta vers l'homme, paniqué. Il battit du sabot et chargea une nouvelle fois. Le chasseur n'y survécut pas. Il était à présent empalé sur les bois de la créature folle. Cependant, elle n'était pas satisfaite pour autant. Il fallait qu'ils meurent tous. Le daim se retourna, personne. La femme s'était enfuie en pleurant son mari. La bête se jeta alors sur les enfants, une chambre plus loin, et les frappa à coups de patte sur un mur jusqu'à ce que mort s'en suive. Même si la femme n'était plus là, le daim était satisfait. Il avait vaincu son tueur et détruit ce qui lui était cher. Ne croyez jamais que, dès qu'un être meurt, c'est toujours définitif. Il se passe parfois des miracles que même la mort n'a pas pu prévoir. Le vieux monsieur. Le jour où je l'ai vu, j'ai failli mourir dans un accident de voiture. J'ai eu la chance d'en réchapper, mais le seul souvenir que j'ai est cette image de lui, souriant gentiment alors que je galérais avec celle-ci. Je n'ai jamais su ce qu'il avait à voir avec l'accident. J'ai eu un pansement au cœur quand j'ai vu son bras avec ses bracelets dépassés d'un sac mortuaire. Un jour, je cherchais son nom. Mais le nombre de cadavres, ce jour-là, était énorme. Je pense que je suis la seule à avoir réussi à m'échapper. Je n'ai rien eu, à part une cicatrice en forme de croix dans le dos. Séquelle de l'opération que j'ai subie pour m'enlever des morceaux de métal du dos. Son sourire m'a hanté longtemps. Comment aurais-je pu savoir que 2 minutes après, son cadavre sanglant s'encastrerait dans la carrosserie? Comment aurais-je pu le savoir? J'aurais fait attention à mes pneus et je n'aurais pas essayé de contourner ce camion. Il avait les cheveux noirs, clairs, presque gris. Il avait une tête de papy.
petits enfants l'attendaient sûrement devant la porte. Je voyais ce vieux monsieur arriver avec des cadeaux dans les bras pour ses descendants. Leur bonheur partagé, leur maison s'allumait de mille et une couleurs. J'ai pleuré, en pensant qu'ils ne reverront plus jamais leur grand-père arriver à la maison. Leurs yeux se remplirent de larmes quand ils se rendront compte que c'était le dernier Noël avec lui. J'ai pensé pouvoir l'oublier avec le recul, mais c'était la plus mauvaise idée que j'ai eue. Son sourire était partout. Dès que je fermais les yeux, il était là, le sourire heureux d'un homme ayant rempli sa vie parfaitement, avec des personnes qu'il aimait, des amis, des petites manies avec sa femme. J'ai tellement pleuré que mon visage était boursouflé de partout. J'ai une peur de la voiture depuis ce jour-là. Que j'aille, j'y allais à pied ou en vélo. Le jour où je l'ai revu, je l'ai regardé pendant longtemps pour être sûre que c'était lui. J'ai rechargé, puis j'ai hésité. La pandémie durait depuis des mois, 7 au total. J'ai réussi à m'échapper, mais mes amis sont tous morts. J'ai croisé la route d'une escouade anti-zombie. La fin du monde était survenue le 15 août 2015. Avec comme conséquence le retour des morts sur Terre. Un virus ou une malédiction, un savant fou, bien, je ne sais pas. On n'a jamais su d'où ça venait. Je regardais ce vieux monsieur, serrant mon fusil fort. Il n'avait pas fait de mal, il n'y avait pas de sang sur lui. Mon compagnon m'a frappé l'épaule, a fait une blague à propos des pruneaux et des latrines des anciens. Puis il a tiré, ne le touchant pas. Il s'énerva et me paria une ration que je n'y arriverais pas. J'ai pleuré pour ce vieux monsieur revenu pour voir sa famille. Mais ils étaient partout. Il ne fallait pas faire de sentiments. J'ai visé, j'ai tiré et je l'ai touché. En pleine tête. Et le temps passe. Il est 22h51. Je cours aussi vite que je le peux, puis je tourne à gauche, près de l'arbre. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai l'habitude. Ça doit faire environ une semaine que je fais ça chaque nuit. Il est juste derrière moi, mais il est plus rapide. Il me rattrapera bientôt. À force, sa hache ne me fait même plus peur. Il est 22h55. J'atteins l'entrée de ma maison, il fait nuit noire. Il est tout près, mais je comprends que je ne risque rien. Depuis 5 ou 6 jours, je fais toujours le même rêve, et tout se passe toujours de la même façon. Je sais qu'après être rentrée, il me trouvera dans le placard où je me cache. Puis il tentera de me tuer, mais échouera. Car je me réveille toujours quand ma montre affiche 23h. C'est toujours pareil. Il est 22h57. Quelque chose m'intrigue. Je suis censée passer par le salon avant de rejoindre ma chambre. Mais là, je me dirige directement vers ma chambre. Ce n'était pas prévu. Ça va me faire gagner trop de temps. Même si je suis consciente de rêver, je n'arrive pas à contrôler mes mouvements. Que se passera-t-il s'il me trouve trop tôt? S'il me tue avant 23h? Il est 22h58. J'entends le parquet grincer. Il est sûrement déjà entré. Il me reste 2 minutes avant d'être sauvée. Mais je suis déjà dans ma chambre. Il a beaucoup trop de temps pour me trouver. Il est 22h59. Je suis dans le placard. Je sais que s'il me tue, je vais simplement me réveiller car je ne risque rien dans un rêve. Mais alors pourquoi suis-je si inquiète? Pourquoi je ne me souviens que de mes rêves et pas de la réalité? Que s'est-il passé hier avant que j'aille dormir? Soudain, ça me revient. Toute la réalité. Quand il est 23h dans mon rêve, il est 7h dans la réalité et mon réveil sonne. Et je me réveille toujours dans le placard. Je n'ai pas cours le dimanche. Je n'ai pas mis le réveil. Il ne sera jamais 23h. Il est 22h60. Cauchemar réveillé. Putain, il est déjà 2h du mat'. Ça, c'était moi un samedi soir, ne sachant pas trop quoi faire de ma soirée. À vrai dire, tous les soirs, c'est la même routine. Je squatte mon ordinateur portable et avec la télé allumée. Je parle avec des amis sur Skype et généralement, vers les 1h du mat', je les lâche pour regarder d'autres trucs sans trop qu'ils me dérangent. Suite à ça, je regarde des trucs sur le paranormal, des vidéos, ce genre de trucs quoi. Parfois j'y crois. Parfois, c'est plus difficile. En gros, c'était une soirée ordinaire et je me faisais littéralement chier. Ouais, j'aurais pu aller me coucher mais je n'avais pas sommeil. Et j'avais juste pas envie. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de regarder un peu les chaînes sur ma télé. Après être tombée sur tout et n'importe quoi, je me suis brusquement arrêtée sur une chaîne lointaine. Vous savez, ces chaînes étrangères, quoi, où tu comprends que dalle. Bon, pourquoi je me suis arrêtée? C'était une séance d'hypnotisme. Et apparemment, le téléspectateur pouvait tester tout en restant confortablement installé sur son canapé. Pourquoi pas? Ça pouvait être marrant. Même si je n'avais aucune idée de ce que en quoi le type pourrait bien nous transformer.
Sûrement un truc stupide du style un poulet, un canard ou un ornithorynque. Donc l'hypnotiseur a sorti une sorte de spirale qui tournait. Je suis lentement tombée dans une contemplation de l'objet, même si la musique derrière était très dérangeante. Une sorte de berceuse qu'on aurait accélérée, un truc du genre. Je fixais attentivement la chose quand un claquement m'a réveillée et rien. Rien ne s'était produit. Rien n'avait changé en moi, mais la télé était bizarrement éteinte. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'étais super fatiguée, j'avais du mal à garder les yeux ouverts. Du coup, je me suis dit que je m'étais endormie pendant la séance. Mes parents étaient rentrés leur soirée et avaient éteint la télé sans me réveiller. Je me suis levée, j'ai regardé l'heure. 2h15. Il était impossible qu'ils rentrent si tôt. L'hypnotisme s'était passé il y a seulement quelques minutes. J'essayais de trouver une explication logique quand on a toqué à ma porte. Cela peut ne paraître rien en temps normal. Mais bordel, je rappelle qu'il est 2h du mat quand même. Avec une certaine hésitation, très prudente, j'ai très légèrement entrouvert la porte. Personne. Je suis sortie pour regarder aux alentours, mais non, personne dans les environs. J'ai dû rêver à cause de la fatigue, je me suis dit. J'allais rentrer quand quelque chose m'a glacé le sang. Il était là, l'hypnotiseur, à une trentaine de mètres de devant chez moi, avec ses longs cheveux blancs et ses lunettes de soleil. Il avait encore sa spirale qui émettait la même musique flippante. Je suis vite rentrée en courant, j'ai fermé toutes les issues possibles. Après ça, je me suis dit que j'avais dû grave délirer encore une fois. J'ai moi-même rigolé de ma stupidité. Franchement, qui peut croire à ces conneries, sérieusement? Je suis montée me coucher, j'étais crevée comme pas possible. Et ça se ressentait. En montant dans ma chambre, ma fatigue se sentait de plus en plus. C'était vraiment bizarre, comme si mes pas étaient de plus en plus lourds. Je me suis directement couchée avec mes habits et je me suis endormie. Enfin, j'ai essayé. Quelque chose m'empêchait de dormir. Quelque chose dans ma tête. J'entendais cette musique, elle se jouait en boucle dans ma tête. Mais après m'être concentrée, j'ai remarqué quelque chose. Cela ne venait pas de ma tête, mais de ma chambre. Je me suis levée aussi vite que possible et je l'ai vu. Dans un coin de ma chambre, il se tenait debout, me fixant attentivement, un sourire au coin des lèvres. J'ai crié, je suis sortie de ma chambre pour descendre. Et il m'attendait en bas. Impossible! J'ai regardé dans ma chambre, rien. Je me suis retournée vers les escaliers, mais il avait disparu. J'ai paniqué sévère. Je veux dire que c'était trop réel pour que ce soit une illusion. J'étais sûre que tout ça était vrai. Sans attendre, je suis descendue pour sortir de ma maison, mais elle ne s'ouvrait pas. Les clés étaient sur la porte quand j'avais fermé tout à l'heure, j'en étais sûre. Malgré mes efforts, je ne suis pas arrivée à l'ouvrir. Je me suis sentie observée en permanence. L'ambiance devenant de plus en plus oppressante, c'était l'enfer. Je pensais le voir de partout. Je ne pouvais pas me cacher, j'étais piégée. Je cherchais désespérément une planque, un moyen de partir d'ici, il fallait juste que je me sorte de cette emmerde. Du coup, je me suis souvenue. Dans notre garage, il y avait une porte de sortie qu'on bloque avec une planche. C'était mon seul espoir, je devais y aller. J'ai couru vers mon garage et je me suis pas arrêtée une seule fois. Même s'il y avait eu cet homme devant moi, je suis sûre que j'aurais quand même continué. J'allais chialer. Sérieusement, je savais que j'étais en danger. J'ai ouvert la porte qui mène au garage et m'y trouvais en un instant. Il faisait sombre, je n'y voyais rien. Mais je savais où me repérer pour trouver la porte. J'ai lentement avancé. Le silence était pesant. À chaque son qui se faisait entendre, je sursautais. Mais finalement, il n'y était pas. Rassurée, j'ai déplacé la planche de bois, je m'apprêtais à ouvrir la porte. Quand un son s'est fait entendre. Une mélodie. Cette foutue berceuse dégueulasse. Je l'ai vue devant la porte qui menait à la maison. Toujours souriant. Je me suis retournée et ouvert la porte. Il était derrière cette porte. Et sans que je puisse faire quoi que ce soit, son visage s'est déformé, il s'est jeté sur moi. Et je me suis réveillée. J'étais assise, les yeux grands ouverts et la télé allumée. Il y avait cet hypnotiseur qui était applaudi par une centaine de personnes. Ce n'était qu'un rêve. C'était vrai. Le type m'avait juste hypnotisée. Tout ceci avait été si réel, mon Dieu, c'était horrible. J'ai éteint la télé rassurée et je me suis levée pour prendre à boire. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Un son s'est joué derrière moi. C'était cette foutue berceuse. Super prédateur. Les grands requins blancs rôdant sur le rivage de la côte atlantique furent certainement ce qui suscita le plus de crainte. Personne n'avait jamais vu quelque chose de ce genre. Des témoignages avaient rapidement fait surface, des gens ayant aperçu un groupe de 2 ou 3 douzaines de requins blancs adultes, nageant à l'unisson à quelques mètres des plages. Comme de grands robots en cuir blanc et aux yeux sombres nageotant en cercle. Un esprit de ruche totalement différent de tout comportement observé auparavant chez ce super prédateur. Et nous réalisâmes rapidement que ça ne se limitait pas à la côte Est.
Des requins tigres pullulant littéralement dans les eaux côtelières du golfe Persique. Des orques, qui par groupe de 300 maximum, parcouraient les calanques de l'Alaska et du Canada, sans oublier les littoraux entourant Madagascar qui disparurent sous les nageoires de milliers de raies manta. C'était un spectacle qu'il fallait voir sur YouTube d'ailleurs. Partout dans le monde, nous observions les prédateurs les plus grands et les plus dominants des océans, qui n'avaient pour la plupart pas un comportement grégaire. Partout dans le monde, nous observions les prédateurs les plus grands et les plus dominants des océans se regrouper par bancs et se rassembler partout où les gens étaient. Pas une seule attaque ne fut répertoriée. Ces carnivores marins ne semblaient pas chasser du tout. Ils ne mangeaient pas de poissons, pas de plancton, pas de phoques, rien. Ils étaient concentrés sur une autre tâche. Ce fut quelques semaines plus tard que les biologistes marins remarquèrent pour la première fois des turbulences dans les eaux du Pacifique. Celle-ci était en train de bouillir. Je fus l'une des spécialistes sélectionnées pour partir dans les Galapagos et ainsi tenter d'étudier ces phénomènes nouveaux. Pendant mon séjour, j'eus une conversation avec Björn Wagner, un zoologiste qui avait mené des recherches au Congo avant les événements étranges de ces 3 derniers mois. Je me souviens avoir trouvé étrange qu'un scientifique qui, quelques semaines auparavant seulement, ait documenté sur des gorilles et des chimpanzés aux confins de l'Afrique, soit appelé à l'aide pour cette mission aquatique. D'une voix nerveuse, il m'avait expliqué que cela était dû au fait qu'il avait précédemment observé un comportement similaire à l'actuelle attitude des superprédateurs marins. Il avait vu des hyènes vivre temporairement en groupe près des rhinocéros, ainsi que des pitons d'Angola se déplacer à plusieurs pour construire des terriers au sein des territoires des blaireaux. Et pendant qu'ils partageaient cet espace, ces différentes espèces animales vivaient dans un havre de paix. Ils ne se chassaient pas, ne se traquaient pas et ne se cachaient pas. Mais en réalité, ils communiquaient, utilisant des moyens préhistoriques de langage bestial. Les créatures de classe et d'ordre totalement différents se mettaient en garde les unes les autres contre une menace commune. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, c'est l'idée, avait ajouté Björn. En ce moment même, je regarde par-dessus le rail de notre dériveur pour fixer l'abîme bleu et silencieux. L'ombre noire d'un nuage plane dans l'eau, au-dessus de moi, tandis que je me demande qu'est-ce qui pourrait bien poser une telle menace aux requins, aux orques, ainsi qu'aux humains. Le cliché des yeux. Il a commencé par enfoncer la pointe de l'aiguille dans mon œil. Il y avait une délicate précision dans son geste, et si je ne me faisais pas torturer, j'aurais même dit que c'était gracieux. En fait, l'aiguille ne me faisait pas trop mal, du moins au début. C'était comme se faire piquer par une épine. Je sentais une douleur perçante transpercer les zones concernées. Ensuite, il y a eu un peu de sang qui a débordé sur ma rétine. Ça brûlait. Je pouvais sentir le liquide s'y frotter, suintant dans les parois intérieures de mon œil. Mes pupilles se sont contractées, ce qui a rendu ma douleur plus intense. Je sentais mon œil se faire écorcher vif. Avant de se mettre à gratter, il a fait une petite incision dans ma rétine, m'aveuglant un instant, comme si l'on avait baigné mon œil dans du sel marin. Après ça, il a pris son aiguille, l'a trempée dans la capsaïcine et a frappé doucement sur l'incision, griffant en même temps les parois de mon œil de façon imprécise. Chaque tour autour de la cavité principale prenait environ une demi-heure. Et une fois, de temps en temps, il l'enfonçait plus profondément et tordait l'aiguille dans un mouvement circulaire. Ça provoquait systématiquement un gargouillis écœurant d'humidité. Je pleurais de sang à chaque fois qu'il réitérait ce geste. Ensuite, lorsqu'il a fallu sortir l'aiguille, il ne la sortait en réalité pas vraiment, mais l'arrachait brusquement, déchirant encore davantage ma rétine, avant de l'enfoncer ailleurs. C'était comme s'il plantait une fourchette dans mon œil et la ressortait en boucle. Lorsqu'il faisait rentrer l'aiguille, il fait bien attention de la faire tourner doucement après un petit coup sec. Grossièrement, c'est comme si vous aviez une perceuse piégée dans votre œil alors qu'il est encore ouvert. Enfin, lorsqu'il en a eu assez de son petit jeu sadique, il a entrepris de coudre ma paupière. Ce n'était pas très douloureux, du moins par rapport aux autres choses qu'il a faites. Cependant, ce n'était pas encore fini. J'ai alors entendu la pire chose possible. Le treuil maintenant. Les crayons rouges. Un couple marié qui venait de rentrer de lune de miel avait décidé d'acheter une maison. Le couple était très heureux, car ils avaient réussi à obtenir la maison à bas prix. Elle était située dans un quartier agréable à proximité de la ville et pas très loin d'un centre commercial. Ainsi, peu de temps après l'aménagement, alors que le mari passait dans l'entrée, il a repéré un crayon rouge gisant sur le sol. Le couple n'avait pas d'enfant, alors il s'est demandé d'où venaient ces crayons de couleur. Peut-être est-ce les anciens résidents qui l'ont laissé derrière eux. S'est-il dit en le jetant tranquillement à la poubelle. Le lendemain, le mari est rentré du travail pour trouver un autre crayon rouge posé exactement au même endroit.
Perplexe, il a décidé d'en parler à son épouse. Le visage de la femme a pâli instantanément quand il lui a apporté. Elle lui a dit que, chaque jour depuis qu'ils avaient emménagé dans la maison, elle trouvait systématiquement des crayons rouges en faisant le ménage. Ils étaient toujours posés au même endroit au bout du couloir. Suite à cette discussion, le mari s'est posté dans le corridor et en a fixé le fond, se questionnant sur cet étrange phénomène. Il a alors remarqué quelque chose d'anormal. Le couloir était trop court par rapport à la taille de la maison. L'homme s'est approché et a tapoté sur le mur au bout du couloir, qui lui a rendu un son creux. Curieux, il a commencé à décoller le papier peint malgré les protestations de sa femme. Derrière ce dernier se trouvaient 2 portes coulissantes. C'était comme si quelqu'un avait soigneusement caché l'entrée d'un placard ou d'une petite pièce. Mais le mari s'est rapidement aperçu que les portes avaient été clouées comme une sécurité supplémentaire. Il est donc allé se procurer un marteau dans sa boîte à outils et a entrepris d'arracher les clous un à un. Après avoir retiré le dernier clou, il a lentement ouvert l'une des portes pour révéler la petite pièce cachée. En jetant un œil à l'intérieur, le couple s'est aperçu que les murs blancs du petit espace étaient couverts de mots griffonnés au crayon rouge. Les mêmes mots répétés encore et encore des dizaines de fois. Je suis désolée, maman, laisse-moi sortir. Laura. Laura a les yeux dans le vide, le regard absent. Elle est fatiguée. Autour d'elle, ses sœurs parlent de rumeurs inquiétantes. On raconte qu'un homme se glisse dans le lit des jeunes femmes à la nuit tombée. Le bruit court qu'elles disparaissent peu après. Certains disent que c'est parce qu'elles ont regardé l'homme, emporté par la folie à sa vue. Elles fuient pour ne jamais être retrouvées. D'autres murmurent que l'homme les emporte dans le noir. Les yeux dans le vide et le regard absent, Laura sait que ses sœurs n'ont pas à s'inquiéter. Elle est là pour elle. En éteignant la lumière ce soir-là, elle sait qu'il ne va plus tarder à arriver. Il vient à la même heure, depuis 3 jours. Laura a fermé la porte à clé, la fenêtre aussi. Elle n'utilise aucune des deux. Allongée sur le dos, elle attend les premiers craquements de plancher et les pas feutrés. Fugace. Elle ferme les yeux. Elle sent un poids sur son lit. Elle ferme les yeux plus fort. L'homme semble glisser sous la couverture. Laura l'appelle l'homme, mais elle sait qu'il n'en est pas un. Laura ne disparaîtra pas, car elle ne le regarde pas. Elle sait que sa curiosité peut lui être fatale. Elle garde les yeux fermés, mais elle ne dort pas. Elle ne dort plus. À cause de la peur, très certainement. Mais aussi à cause du sifflement de la respiration de la chose qui dort à côté d'elle depuis 3 jours. Chaque nuit, Laura lui avait dit qu'elle l'aimait, qu'elle voulait rester à ses côtés pour toujours. Pas par amour, mais par peur. Très humainement, elle ne veut pas disparaître à son tour. Et si la chose reste avec elle, elle n'ira pas voir ses sœurs. Mais Laura est fatiguée. Elle lutte contre le sommeil. Ce sommeil fourbe qui veut lui faire baisser sa garde. Elle sait qu'endormie, elle ne pensera plus à la chose à quelques centimètres d'elle. Elle se tournera et elle ouvrira les yeux sans y penser. Alors elle verra la chose et disparaîtra sans bruit. Laura résiste. Elle serre fort les paupières et bat la mesure avec son pied. Ce mouvement la tient éveillée. Et pourtant, la respiration de la chose sifflante agit comme une berceuse. Au départ dérangeante, aujourd'hui enivrante. En elle, Laura ressent de la colère. Pourquoi l'avoir choisie elle? Pourquoi pas sa plus petite sœur? Pourquoi pas la plus grande? Laura se sent coupable. Elle ne devrait pas penser ce genre de choses. Mais pourtant, cette colère est bien là. Elle veut résister, chasser cet intrus qui l'envahit. Laura espère. Si elle crie assez fort, si ses mots sont assez durs, peut-être que la chose partira. Alors elle parle. Des mots de haine terribles se déversent de sa bouche comme une rivière d'eau croupie. Elle l'insulte, le renie, l'abjure, crache feu et souffre sur la chose. Le poids sur le lit s'en va. Elle se tait. Le poids revient. Il est sur elle. Laura, terrifiée, sent les mains de la chose froide et mince enserrer son visage. Ses doigts glissent sur sa peau, palpent ses paupières. La respiration sifflante se fait de plus en plus rapide. Des pouces et des index froids agissent de concert pour lui ouvrir les yeux. Laura ne veut pas les ouvrir. La chose grogne à présent. Laura sent ses yeux qui s'ouvrent, forcés par des doigts agiles et glacés. Elle ne veut pas voir. Les muscles de ses paupières sont trop faibles. Ses yeux s'ouvrent. Sifflement. Yeux blancs. Minuscules pupilles noires. Le néant. Laura a vu. Laura a vu. Insomnia. Je m'appelle Thomas, j'ai actuellement 16 ans et faisons simple, je ne dors plus. Je fais partie du club très fermé des insomniaques. Quand on est insomniaque, on ne sait jamais si on est vraiment réveillé ou endormi.
La première fois que j'ai fait cette découverte, c'était dans ma chambre, il y a quelques mois. Je ne savais même plus quand j'avais dormi pour la dernière fois. Voir si je l'avais seulement déjà fait récemment. Mes amis ne me reconnaissent plus, voire s'éloignent de moi. Ma famille m'a emmené voir tous les spécialistes de Paris, mais aucun n'a trouvé pourquoi je ne dormais plus. Et je ne voulais pas essayer de dormir ailleurs que chez moi, tout simplement, car c'est l'endroit le plus calme que je connaisse. J'ai donc continué de dormir à la maison pendant quelques temps. Je dormais 30 minutes par jour. C'était peu, mais je devais tenir et j'ai tenu. Pendant plus d'1 mois, mes 30 minutes m'ont suffi pour vivre. Mais je ne sortais plus, je ne jouais même pas aux jeux vidéo. Je restais dans mon lit. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a 2 semaines, j'ai commencé à avoir des migraines. Des picotements dans les jambes. J'étais mal. Pendant 3 jours, je dormais de plus en plus mal et j'avais du mal à bouger mes jambes. Mais tout a vraiment pris un autre tournant il y a 5 jours. Je ne pouvais plus fermer les yeux. C'était impossible, ça me déchirait la paupière à en saigner. On m'a emmenée dans un hôpital, j'ai été mis en quarantaine. Mais j'avais bien moins de calme que chez moi. Chaque spécialiste se pressait pour me voir, voulant trouver ce que j'avais pour avoir leur nom sur ma maladie inconnue. 2 jours de traitement et d'insomnie pure, découragement de la part des scientifiques et aussi 2 jours pendant lesquels j'ai commencé à halluciner, ainsi qu'à avoir des maux de tête et une forte envie de frapper un à un tous ces incapables de médecins. Apparemment, c'était un virus très contagieux, mais je restais le seul cas, et personne ne pouvait rien faire. Je ne pourrais plus jamais dormir. À la place, pour évacuer une part de fatigue, d'énervement et de douleur, je pleurais toutes les nuits. À force, mes paupières se sont arrachées. Mais de toute façon, je n'en ai plus besoin. Il y a encore peu de temps, j'ai commencé à voir rouge. Du sang sortait de mes yeux. Quelques heures plus tard, j'étais aveugle, mais je m'en fichais. J'allais mourir. Il est 11 heures et les cloches de Paris sonnent. Je pense que c'est mon dernier jour. Je n'ai pas dormi depuis 1 semaine. Je ne pourrai plus dormir. Il faut que je me fasse une raison. Je souffre, mes yeux se sont infectés. Les médecins disent que je développe une sorte de gangrène qui, dans quelques heures, atteindra mon cerveau. Je mourrai alors dans d'horribles souffrances, des convulsions, etc. Je suis en train de m'en aller. Je suis paralysée. Je ne peux plus bouger. Adieu. Je veillerai sur vous de là-haut. Je vois les scientifiques paniquer. La fiole contenant mon virus est tombée. Comme c'est dommage. Ainsi le monde ressentira la souffrance de ne plus pouvoir dormir. Vous me rejoindrez alors là-haut. Enfin, le grand amour? Le grand soir est arrivé. Ce n'est pas mon premier date Tinder, mais cette fois c'est différent. Cette fille me plaît vraiment. Elle est magnifique. Sur les photos tout du moins. Marrante et elle est aussi passionnée par les mangas. La dernière fois que j'ai accepté de rencontrer une personne de l'appli, c'était plus pour tromper l'ennui qu'autre chose. Je savais que ce serait au mieux un coup d'un soir. Mais cette fois-ci, je dois assurer. Et c'est pour cette raison que même si je risque d'être un peu en retard, ça vaut le coup de prendre le temps de me préparer. Pendant ce temps-là, elle est assise dans un coin du bar que nous avons choisi ensemble. Elle fait de son mieux pour avoir l'air détendue, mais elle regarde un peu trop souvent son téléphone et bouge frénétiquement sa jambe gauche sous la table. Un tic nerveux qui trahit son appréhension. Quoi de plus normal après tout? Ce n'est jamais facile de passer au réel après avoir tant parlé à une personne par le biais d'Internet. On se demande à quel point l'autre va nous apparaître comme un inconnu. Et si son sourire nous procurera la même sensation agréable que les messages envoyés toute la journée, toute la nuit parfois. Elle m'envoie justement un message pour me dire qu'elle a hâte de me rencontrer. Ça me rassure. Elle lâche enfin un peu son téléphone pour scruter les gens qui passent dans la rue et ceux qui entrent dans le bar. Elle sait que ça fait déjà 10 minutes que je devrais être là et que je ne devrais pas tarder. Un homme d'une 30aine d'années entre alors et se dirige vers cette table en souriant. Elle a un mouvement de surprise qui se transforme vite en déception. Plus que déçue, elle est même dégoûtée par la personne en face d'elle. Petit, difforme, le visage complètement asymétrique qui est au teint grisâtre, la barbe constellée de trous, nez, doigts tordus, ongles sales. Voilà une petite compilation de ce qu'elle a en face. L'homme lui dit juste « Salut ma belle !» de sa voix fluette et s'assoit en souriant. Elle a bien envie de partir, mais elle sait que nous avons beaucoup en commun et que toutes ces choses qu'on s'est dites valent bien le coup de faire un effort pour essayer de surmonter le mensonge concernant mon apparence. Je n'oserais pas affirmer être une belle personne, ce serait présomptueux. Mais je ne pense pas être laid pour autant. Mes cheveux blonds et mes yeux bleus font que je ne peux pas vraiment être qualifiée de monstre hideux. Ça, je n'en doute pas. Certes, ma petite taille, 1m50, peut parfois être rédhibitoire, mais je sais que ça a déjà plu à certaines. Alors j'essaie de ne plus voir ça comme un défaut, mais plutôt comme une caractéristique neutre.
En plus, mon parfum est une arme de séduction infaillible. Et ce soir, je n'ai pas hésité à m'en asperger. Elle commence à regretter de ne pas être partie directement. Après tout, quand on ment à ce point sur son identité, au point d'avoir visiblement usurpé les photos de la personne qu'elle pensait rencontrer, c'est une bonne raison pour mettre fin au rendez-vous. Elle a beau discuter de nos mangas favoris, utiliser le même humour noir qui nous a rapprochés, il n'y a ni attirance, ni intérêt pour l'homme répugnant en face, qui dégage une forte odeur de transpiration. Elle se résigne à l'idée que la personne qu'elle s'est imaginée à travers nos messages n'existe tout simplement pas. Mais surtout, elle commence vraiment à être mal à l'aise. Au fil de la discussion, elle se rend compte que son interlocuteur sait plus d'informations sur elle qu'elle ne lui en a donné. Elle n'ose pas trop relever. Elle a un peu peur en fait. Elle commence à se dire que je suis sans doute un stalker. Ce ne sont pas juste des choses qu'on peut trouver sur Internet, sur son Insta ou son Facebook, qui en soi ne sont pas difficiles à trouver. Non, c'est bien plus intime. Elle se rend compte que le petit homme sait des choses sur sa famille. Il sait qu'elle s'est brouillée avec son père depuis des années, pourtant elle n'a jamais mentionné ses parents. Ça lui paraît un peu fou. Mais elle se dit que peut-être ce mail douteux qu'elle a reçu la semaine dernière et qu'elle a ouvert a donné l'accès à son téléphone. Toutes ces informations sont issues de messages envoyés récemment avec mon entourage. L'homme finit même par lui dire qu'il va la ramener chez elle. Elle me répond qu'elle n'habite pas si loin que ça va aller. Mais ma réponse lui glace le sang. Non, elle n'habite pas près d'ici du tout. Et elle n'a pas le choix. Il attrape sa main sous la table et lui fait sentir qu'il a avec lui un couteau. Elle est prise au piège. Le serveur vient encaisser l'addition et elle essaye par tous les moyens d'attirer son regard, de lui faire comprendre qu'elle est en danger. Mais l'homme veille à ce qu'elle ne fasse pas un pas de travers. Il a même pris discrètement son téléphone au cours de la conversation, pour le mettre dans sa propre poche. Elle aimerait aller se cacher aux toilettes, mais mon emprise sur son poignet est aussi discrète que puissante. Elle est obligée de me suivre, et elle se retrouve dehors, dans le froid sur ce parking. Elle ne pensait pas que j'avais autant de force jusqu'à ce qu'elle se retrouve traînée de force jusqu'à une Mercedes grise. Impossible de prendre la fuite vers sa propre voiture. Son téléphone sonne, mais l'homme l'éteint. Désespérée, elle me demande si je la laisserai tranquille si elle obéit. Non, il n'a jamais été question de la libérer. Elle éclate en sanglots et m'insulte de tous les noms, jusqu'à se faire trancher la gorge. Oui, comme ça, pas de préambule. Et pour l'utilité qu'elle aura, morte ou vive, ne change que peu de choses. Alors vaut mieux qu'elle se taise. J'arrive sur le parking et cours de ma voiture jusqu'au bar pour ne pas finir trempée jusqu'aux os. Je rentre, mais ne la vois nulle part. Est-ce qu'elle m'aurait posé un lapin ? Elle n'a pas répondu à mes messages depuis environ 40 minutes. Peut-être qu'elle n'a pas apprécié mon retard. Mais j'étais stressée et incapable de décider comment m'habiller. Je l'appelle, mais tombe directement sur sa messagerie. Elle doit être vraiment en colère. Je m'approche timidement du serveur dès qu'il a l'air un peu disponible. Au moment où je retourne sur le parking, la Mercedes n'est déjà plus là. Peut-on vendre son âme ? Le corps ne sera pas identique à l'âme. L'âme est la forme d'un corps naturel, ayant la vie en puissance. L'âme est donc inséparable du corps. Aristote. L'âme, du latin anima, signifiant respiration, est un concept on ne peut plus reconnu de nos jours. Selon les définitions les plus simplistes, il s'agirait d'un principe spirituel inhérent à chaque être vivant et qui le transcende. En somme, ce serait de l'âme dont découlerait la panoplie d'émotions et de sentiments que nous sommes capables d'éprouver. Ce principe, a priori religieux, ne l'est pas pour autant, du moins pas exclusivement, car les grands philosophes reconnaissent à tour de rôle ce principe. Toutefois, ils ne s'accordent pas sur la nature indissociable de celui-ci, car si pour Nietzsche, l'âme est une partie même du corps, pour Descartes, l'âme est totalement séparable de ce dernier. Alors, peut-on se séparer de son âme ? Allons plus loin. Peut-on la vendre ? Selon les grandes religions monothéistes, c'est tout à fait possible. L'exemple le plus connu étant bien évidemment le pacte avec le diable. Cette pratique implique qu'en échange d'une âme humaine, Satan octroie amour, gloire et richesse à l'intéressé. Celui-ci, privé de son âme, est de ce fait lié au malin, par le pacte en question. Malédiction ne pouvant pas être levée. Et si en théorie les effets pervers de ce pacte ne sont censés prendre forme qu'après le décès du contractant, la pratique nous apprend que ces conséquences interviennent même de son vivant. En effet, sur Terre, seule l'enveloppe corporelle subsiste, puisque l'absence d'âme condamne à la damnation. Mais avant de développer davantage sur les effets de ce genre de pacte, il convient de définir les modalités du contrat. Attention, il apparaît tout de même nécessaire de rappeler que pour réaliser ce genre de pacte, posséder une âme est un prérequis plus que nécessaire. Ne pourront transférer leur âme que ceux qui ne l'ont pas déjà vendue. En premier lieu, il semble important d'opérer un distinguo car, dans les faits, le pacte avec le diable n'est que très peu pratiqué. Aujourd'hui,
nous préférons user un contrat bien différent que celui décrit dans les textes sacrés. Il s'agit plus communément de la cession d'âme contre une compensation monétaire. Le terme de pacte avec le diable pouvait en effet en dérouter plus d'un, car si l'existence de l'âme est de nos jours plus qu'admise, l'existence du diable laisse encore place à certains doutes. La notion de diable est ici appréciée de manière large. Ainsi est considéré comme diable celui qui est prêt à payer pour obtenir l'âme. Par ailleurs, l'élément consensuel est également primordial ici, parce que c'est bien par la volonté profonde du détenteur de l'âme que le transfert peut avoir lieu. Il ne peut y avoir de transfert sans consentement du gardien. La procédure est simpliste, voire minimaliste. Elle se résume à une conclusion de contrat tout à fait banale. Après avoir négocié le prix, il faut simplement attester sur une feuille vierge que vous cédez bien votre âme au nom du co-contractant, le diable donc. Lui donner un objet quelconque, puis signer. Néanmoins, le cédant doit avoir la volonté profonde et certaine de vendre son âme, auquel cas la conclusion du contrat échouera. Récemment, un Néo-Zélandais a vendu son âme à une chaîne de restaurants dans le but de leur faire de la publicité. Dans ce cas précis, on peut aisément remettre en question la volonté réelle et profonde du cédant quant au transfert. Acte élémentaire, mais lourd de conséquences. Les répercussions relatives au pacte avec le diable ou d'un contrat de cession entre humains sont parfaitement identiques, du moins du vivant de l'individu. En outre le gain octroyé par cette vente, les effets dans la vie de tous les jours se font ressentir progressivement. En effet, il se caractérise par une perte manifeste de sentiments, d'émotions, et plus globalement de sensations. Ainsi, le rire, la tristesse, l'affection ou l'empathie disparaîtront pour ne laisser au final qu'une coquille vide. Il ne faut tout de même pas penser que ces effets arrivent de manière directe et brutale. Ces pertes se font progressivement, à mesure que l'âme se dissocie du corps. Il est important de noter que l'ordre des disparitions des sentiments reste assez hasardeux et varie en fonction de l'individu. Cela a notamment été le cas dans le rapport d'une décision rendue par la Cour de cassation, dépeignant une femme ayant vendu son âme et ne ressentant plus que désespoir. Toutefois, considérer ces pertes comme un préjudice serait se méprendre puisque ces ressentis ne sont finalement que momentanés. La disparition des émotions négatives y met en fin. C'est au niveau de l'après-vie que la distinction des deux contrats prend tout son sens. Dans le cas d'un pacte avec le malin, l'âme appartient à celui-ci dans sa totalité, condamnant son ancien propriétaire à l'enfer. Concernant les contrats entre humains, l'âme n'étant plus fusionnée au corps demeure sur Terre indéfiniment. Il serait donc plus judicieux de contracter avec l'humain, même si cela implique que le contrat en lui-même, compte tenu de son faible rapport monétaire, puisse paraître dérisoire à côté du pacte avec le diable, lequel possède un apport beaucoup plus conséquent, mais un prix bien plus lourd. Édite, j'ai noté un certain intérêt pour la décision judiciaire précédemment citée. Cette dernière n'étant plus disponible sur les Gifrans, je me permets de la poster ici. Donc cassation, CIF première, 19 mai 2019, sur le moyen unique pris en sa première branche. Vu l'article 1137 du Code civil. Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que le 23 septembre 2018, par acte sous 5 privé intitulé « Contrat de cession d'âme », suivi d'un acte authentique de vente, Madame X a vendu à Monsieur Y son âme. À la suite de la vente, Madame X a fait une sévère dépression, l'amenant à faire le 30 septembre 2018 une tentative de suicide. Madame X sollicite l'annulation de la convention de vente du 23 septembre 2018 pour dol. Attendu que, pour retenir la nullité de la convention de vente, l'arrêt se borne à constater que conformément à l'avis de professionnels de santé, l'intéressé s'est vu ôter toute volonté de vivre, que le mal-être permanent et incommensurable ressenti par celle-ci, compte tenu de sa santé psychologique antérieure à la convention, ne saurait s'expliquer autrement que par la conclusion du contrat susvisé. Que Monsieur Y, en n'ayant pas informé Madame X des risques d'un tel contrat, information sans laquelle elle n'aurait pas contracté à vicier son consentement par une manœuvre dolosive. Mais attendu que la cession d'une âme n'implique que des conséquences hypothétiques et non fondées sur des éléments concrets, que ces conséquences étaient prévisibles par l'intéressé dont Monsieur Y n'avait aucune obligation de rappeler qu'en ayant déterminé une réticence dolosive, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, casse et annule. Mars 2094. Quand la téléportation a commencé à se démocratiser, que les trains, les bus et les voitures ont progressivement disparu pour laisser place aux moyens de transport du présent de demain, personne ne s'est inquiété. La communauté scientifique avait validé le projet qui a vite été présenté comme étant encore plus sûr que l'avion, et la modernité des équipements permettant une économie considérable.
Tout le monde, du président des États-Unis au plus démuni des SDF, pouvait utiliser la téléportation pour se déplacer instantanément. À vrai dire, je me demande à présent si je suis la seule femme vivante n'ayant jamais utilisé cette locomotion. Je sais pourtant qu'une scientifique comme moi, ayant aidé à réaliser les tests pour valider le projet de transport en commun, par copie des particules, n'a aucune raison d'être la seule effrayée par cette modernité. D'ailleurs, lorsque les 1000 cobayes singes sur 1000 furent téléportés sans accroc, mon équipe et moi ne pouvions qu'affirmer la fiabilité du moyen de transport. Mais le doute que j'avais à l'époque s'accroît de jour en jour. La téléportation est pourtant un concept facilement compréhensible. On copie vos particules, baryons, protons, neutrons, leptons, électrons, photons, atomes, ions et le reste. On les supprime, puis on les recopie à l'identique, dans un endroit qui peut être à des milliers de kilomètres du point de départ. Et cela à la vitesse de la lumière. Mais tandis que la joie d'une telle avancée régnait parmi mes collègues, une étrange idée commença à germer de mon esprit. Si on supprime les particules d'un individu afin de les copier à l'identique dans un autre endroit, dans le bon ordre, et avec les caractéristiques exactes de celui-ci, alors, bien que l'être humain qui ressort de l'opération soit un humain identique, avec la même pensée, les mêmes souvenirs, il n'est plus qu'une copie de l'original qui lui a été désintégrée dans le processus. La téléportation est ainsi une machinerie mortelle, et les gens y allaient tête baissée, pour un prix défiant toute concurrence. Je n'ai jamais réussi à prouver mes dires puisque les passagers étaient identiques à ceux qu'ils avaient remplacés, et étaient eux-mêmes persuadés d'être les originaux. Mais ce n'était que des fantômes. Les gens devenaient des copies d'êtres humains. Mais depuis quelques jours, je remarque certaines erreurs. Rien de grave, bien sûr. Ma sœur avec les yeux d'une couleur différente, la voix de ma mère plus grave, quelques particules qui se sont mal placées. Mais ces erreurs se font de plus en plus fréquentes. Je n'ose plus sortir de chez moi depuis hier. Les humains deviennent étranges. Certains comportements me terrifient. Je vis dans un monde de copies, de copies, de copies, de copies d'êtres humains. Ma femme ne m'a pas reconnue ce matin.